We gave it to Panama, and we're taking it back. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it, too. We'll own it. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. We need Greenland for national security purposes. Vous avez peut-être dû voir passer ces déclarations de Donald Trump ces derniers temps et aujourd'hui on va analyser tout ça. Hello, moi c'est Anaïs, j'ai 25 ans, je suis avocate aux États-Unis, je décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. Donald Trump c'est donc le 51e président des États-Unis et il a commencé son mandat de manière très forte depuis un mois. Tous les jours il déclare des nouvelles choses un peu plus choquantes les unes des autres. Entre ce que Trump dit et ce que Trump peut faire, il y a des différences, parfois il faut pas forcément s'inquiéter, parfois il faut s'inquiéter et je vais vous expliquer tout ça. I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. Donc c'est une île qui appartient au Danemark depuis des siècles et des siècles, mais elle a de plus en plus d'autonomie. Depuis la fin du XXe siècle, c'est un territoire autonome du Danemark. Il y a un parlement du Groenland. Le groenlandais est la langue officielle depuis 2009. Depuis 2023, il y a un projet de constitution groenlandaise. Constitution du Groenland, je sais pas comment ça se dit. Pourquoi maintenant les États-Unis ils s'intéressent au Groenland? Pourquoi ils disent que c'est une nécessité absolue? Qu'est-ce qui se passe? Le Groenland, c'est un endroit très stratégique. Ils ont une position clé dans l'Arctique. C'est très proche en fait de la Russie. En plus, le Groenland, c'est une terre qui a énormément de minéraux essentiels et des ressources cruciales aujourd'hui qui sont énormément demandées. Donc elle a un emplacement très stratégique. Elle a une terre très riche pour des minéraux qui sont très convoités et surtout il y a la fonte des glaces, ça ouvre des nouvelles voies de circulation maritime, ça développe également la possibilité d'exploiter encore plus l'île parce que jusqu'à maintenant elle est très peu exploitée. Actuellement il n'y a que 2 mines qui sont exploitées sur l'île alors qu'elle a énormément de richesses. C'est un puits d'or? Ça se dit? Un puits d'or? Une source d'or? Voilà quoi, c'est un trésor. C'est un petit trésor. Et ensuite, les États-Unis, ils sont déjà sur place. Ils ont une base militaire qui s'appelle Pitufik. Ils ont un aéroport. Ils ont plus de 600 hommes sur place. Et il y a un accord entre les États-Unis et le Danemark concernant une défense mutuelle du Groenland. Ils sont déjà implantés. Il y a plein de ressources. L'endroit est hyper stratégique, surtout par rapport à la Russie. Et la Russie et les États-Unis, ils s'aiment pas trop. Donc voilà, c'est super intéressant pour les États-Unis. En plus, les États-Unis, ils dénoncent le fait que le Groenland ne surveille pas assez les sous-marins russes. We need Greenland for national security and even international security. Il y a tout ça qui fait que les États-Unis sont très intéressés par le Groenland. Et en 2019, Trump il avait déjà fait une proposition de racheter le Groenland au Danemark. Et le Danemark et le Groenland, ils avaient clairement dit non, ce n'est pas du tout possible. Et là, il remet le sujet sur le tapis. Comment aujourd'hui un État peut être transféré à un autre État? Il y a deux moyens. Il y a le moyen légal qui va être la vente et il y a un moyen illégal qui est la guerre. Donc du coup, il y a deux situations possibles. L'acquisition pacifique, mais pour cela, il faut que tout le monde soit d'accord, car un contrat n'est pas unilatéral. Alors du côté de Trump, c'est très clair. Son fils a d'ailleurs publié sur les réseaux sociaux un montage photo où on voit un screenshot d'une commande Amazon et dans le panier, il y a le Canada, le Groenland et le canal de Panama à vendre. Trump, il a également publié sur son réseau social Truth, Make Greenland Great Again. Il a d'ailleurs fait une déclaration choc. Le Groenland ne compte qu'environ 59 000 citoyens. J'ai proposé une offre de 2 millions de dollars pour chacun d'entre eux. Cela ne représenterait que 118 milliards de dollars. We will keep you safe. We will make you rich, and together we will take Greenland to heights like you have never thought possible before. Trump, il est très clair là-dessus, mais est-ce qu'il en a les pouvoirs? La Constitution américaine donne le pouvoir au président de négocier des traités. Les anciens présidents des États-Unis l'ont déjà fait lorsqu'ils ont notamment acheté la Louisiane ou l'Alaska. Le Danemark, ils sont pas du tout d'accord. Et le Groenland non plus n'est pas du tout d'accord. Il y a eu pas mal d'annonces. En fait, à l'origine, tout le monde pensait que c'était une blague. D'ailleurs, ils ont parodié ça, ils le prenaient pas au sérieux. Les Danois ont d'ailleurs créé une pétition en ligne pour pouvoir racheter la Californie. Il y a pas mal de petites blagues dedans, je me suis bien marrée. Et plus le temps passe et plus il se rend compte que Trump il est peut-être sérieux. Greenland is today a part of the Kingdom of Denmark. It's part of our territory and it's not for sale. Danemark a d'ailleurs suite à ça modifié leur logo qui représente le pays en inscrivant la représentation du Groenland de manière beaucoup plus forte pour bien affirmer que le Groenland fait partie intégrante du Danemark. Mais il se trouve que le Groenland, ils veulent être de plus en plus indépendants et autonomes. Depuis 2008, le Groenland a la possibilité d'organiser des référendums pour être autonome. Le problème c'est que le Groenland, ils dépendent énormément du Danemark en termes d'économie. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, 20% du PIB du Groenland, c'est des subventions du Danemark. Il pourrait difficilement être autonome et indépendant. Du coup, Trump, il essaie de pousser le Groenland à voter un référendum pour être autonome, pour pouvoir négocier avec le Groenland pour essayer d'avoir certains droits, une certaine souveraineté sur le Groenland. Il y aurait une petite ouverture dans ce sens-là, mais voilà, le Groenland a vraiment annoncé qu'il n'était pas à vendre. Ils n'ont pas l'air de vouloir appartenir aux États-Unis non plus. Alors il y a toujours l'option 2 qui est la guerre, et Trump a d'ailleurs refusé d'écarter cette possibilité. Can you assure the world that you are not going to use military or economic coercion? No, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. Et moi personnellement, je pense qu'il fait ça pour être un petit peu stratégique et pour faire peur. Trump, il sait très bien qu'il peut absolument pas faire ce qu'il dit. Vous allez me dire, mais pourquoi il balance plein de bêtises à la seconde s'il sait pertinemment qu'il peut pas l'appliquer? Il fait ça pour faire peur, pour faire parler, pour ouvrir les débats, pour faire un moyen de pression avec le Groenland, sûrement pour négocier plus de sécurité par rapport à la Russie, pour pouvoir peut-être exploiter les mines du Groenland, etc. Comme il fait peur, parce que les États-Unis c'est la première puissance mondiale, ils ont une très forte armée, ils ont pas mal de pouvoir quand même sur la sphère internationale, c'est comme ça qu'il réussit à obtenir des concessions et des accords qui vont dans son sens. Pour rappel, lors de son investiture présidentielle le 20 janvier 2025, donc il y a un mois, Donald Trump, il a dit We gave it to Panama and we're taking it back. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le canal de Panama, c'est pas un pays, c'est un canal où il y a énormément de bateaux pour le commerce, etc. qui passent. Et c'est les Américains qui l'ont construit au début du XXe siècle. Depuis 1999, il appartient 100% au Panama. Pourquoi Trump, encore une fois, il s'intéresse au canal de Panama? Parce que Trump, il s'intéresse pas à sauver le monde. Il est America First, les intérêts des États-Unis d'abord. Donc s'il veut un territoire, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant pour lui. Faut pas se leurrer. Donc déjà, c'est un endroit stratégique. C'est le deuxième passage maritime au monde. Il relie l'océan Pacifique et l'océan Atlantique de manière très rapide. C'est un point de passage crucial pour le commerce mondial. C'est aussi un enjeu économique très important. Vous savez combien il rapporte ce canal de Panama au Panama du coup aujourd'hui? Il rapporte 5 milliards de dollars par an. C'est énorme. Le canal de Panama, s'il appartenait aux États-Unis, il permettrait aux États-Unis de renforcer leur influence dans cette partie-là des Caraïbes et il leur permettrait également de déployer l'armée américaine très rapidement dans tout le secteur. Il y a surtout quelque chose qui pose énormément de problèmes aux Américains. We gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. La Chine, ils ont une initiative d'infrastructure qui s'appelle Nouvelle Route de la Soie. La Nouvelle Route de la Soie, c'est un projet chinois qui a été lancé en 2013 pour construire davantage de voies commerciales reliant la Chine au reste du monde. Et le but général, c'est d'augmenter l'influence de la Chine dans le monde entier. Et dans ce projet-là, ils ont négocié avec le Panama des tarifs dans le passage. Et ça ne plaît pas du tout aux Américains. La Chine, ils ont en fait un espèce de contrôle sur ce canal-là. Le Panama, il est pas du tout d'accord pour vendre son canal aux États-Unis. Porque el canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá. El canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que hizo los Estados Unidos. Et il y a également une opposition des Panamiens très forte. On a vu des drapeaux américains brûlés. Les habitants du Panama ne veulent pas du tout que ce canal aille aux États-Unis. Le fait qu'il ait refusé d'exclure la possibilité d'avoir recours à la force militaire au niveau du canal de Panama, ça a fait peur aux Panamiens. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. Et donc ils ont réussi à négocier une optimisation de priorité de passage des navires américains et également les tarifs américains pour passer par le canal de Panama. Alors attention, les États-Unis avaient dit oui, c'est bon, maintenant on peut passer librement, etc. C'est pas vrai. Le président du Panama, il a démenti, il a dit qu'ils avaient négocié pour un meilleur transit, mais leur passage n'est pas du tout libre. Ils doivent toujours payer des tarifs. Et surtout, le Panama s'est retiré de l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. C'est suite aux pressions de Donald Trump et de ses déclarations absolument délirantes que le Panama a négocié avec les États-Unis. Il a fait les deux choses qui intéressaient Trump, virer les Chinois et améliorer le passage des Américains. Je vous avais dit, sa stratégie, elle marche. C'est fou, il balance des dingueries tous les jours, absolument plus grosses les unes que les autres, mais ça marche. Alors il y a eu un petit rebondissement depuis que j'ai tourné cette vidéo car Donald Trump a annoncé qu'il voulait reprendre finalement le contrôle du canal de Panama après que le canal de Panama ait fait ses différentes concessions et il a d'ailleurs dit qu'ils avaient déjà commencé à le faire. My administration will be reclaiming the Panama Canal and we've already started doing it. Le président du Panama a fermement démenti les propos de Trump, indiquant qu'il était un menteur sur les réseaux sociaux X. Donc pour l'instant, malgré les déclarations de Trump, rien ne semble bouger. Canada and the United States, that would really be something.
Rapide petite histoire entre le Canada et les États-Unis. Le Canada et les États-Unis, ils sont liés depuis toujours. Les États-Unis, dans le passé, ils avaient déjà essayé de les envahir à plusieurs reprises, ils n'ont pas réussi. Ils ont finalement reconnu le Canada comme un État souverain et indépendant. Mais ces deux pays restent extrêmement liés, ils ont la même langue, ils ont une culture commune. Ils ont également des accords communs, un accord de commerce et également un accord militaire. Mais les choses se compliquent ces derniers temps avec les déclarations de Trump, encore lui. Alors là, Trump, il a pas dit qu'il pourrait déclarer la guerre au Canada, mais il a dit qu'il pourrait utiliser non pas la force militaire, mais la force économique pour obtenir le Canada. Il a déclaré que le Canada serait bien mieux loti s'il était américain. Il évoque très régulièrement la fusion Canada-Amérique. Il estime que la frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est une ligne artificiellement tracée. You get rid of that artificially drawn line. Il affirme que les États-Unis subventionnent le Canada pour sa défense militaire. Why are we supporting a country? Our military is at their disposal. All of these other things. They should be a state. Il critique de manière générale les coûts américains pour le Canada qui sont élevés à 200 milliards de dollars par an. So I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. Il a d'ailleurs qualifié Trudeau, qui est le premier ministre canadien, de gouverneur du 51e État. Est-ce que Trump pourrait décider que ça devienne un État américain? Eh bien, figurez-vous que le président américain ne peut absolument pas décider tout seul qu'un État devienne un État américain. C'est faux. Donc sa déclaration est totalement fausse. C'est juste pour faire peur. Alors déjà, la demande d'admission, elle doit venir du territoire indépendant. C'est lui qui doit déposer sa demande auprès des États-Unis en disant « Coucou, je souhaiterais être un État américain ». Pas Trump. L'État. Donc ce serait au Canada de faire ça. Et ensuite, après que la demande ait été déposée, c'est au Congrès de voter à la majorité simple s'ils acceptent ou non que cet État soit le 51e État ou le nouvel État américain. C'est donc toujours pas au président de dire oui ou non, c'est au Congrès. Le Congrès américain, je l'avais expliqué dans la vidéo d'avant, c'est le pouvoir législatif, c'est ceux qui font les lois et c'est la Chambre des représentants et le Sénat ensemble. On vote pour eux, on les élit. On les élit. Bon bref, on vote pour eux, c'est des pouvoirs qui sont totalement séparés. Et ensuite, si le Congrès accepte la demande de l'État, là c'est au président américain de signer en fait la loi qui dit ok, eux c'est le 51e État. Donc c'est que à la toute fin qu'il doit ratifier ou non cette loi. Donc le Canada, ils sont pas prêts de devenir le 51e État américain parce que vous l'aurez compris, ils sont bien loin d'en faire la demande. Est-ce qu'une vente serait possible? Non, car le Canada refuse absolument d'être américain. Mais là, il y a un petit problème parce que Trump, il a réagi par rapport à ça. Il a augmenté ses tarifs douaniers pour le Canada de 25%, c'est énorme. Alors petite parenthèse, les États-Unis ont également augmenté les droits de douane pour le Mexique ou la Chine, mais comme dans cette vidéo on s'intéresse seulement aux potentielles annexions de différents États, on ne va parler que du Canada. Mais est-ce qu'il a le pouvoir de faire ça? Le président de la République, de manière générale, il peut modifier les droits de douane en se basant sur l'International Emergency Economic Powers Act. Cet acte, il peut être invoqué en cas d'urgence nationale et il donne au président de larges pouvoirs pour réguler le commerce international. Ici, il a donc signé un décret le 1er février. Dans ce décret, il explique qu'il y a un état d'urgence. Il dit que c'est pour lutter contre le fentanyl et l'immigration illégale. Le fentanyl, c'est également ce qu'on appelle la drogue du zombie. Et vous avez sûrement dû voir passer les images de nombreuses personnes dans la rue de Los Angeles ou de San Francisco sous l'emprise de cette drogue-là. C'est un vrai fléau aux États-Unis. Pour la petite anecdote, à l'origine, il y avait énormément de consommation de cocaïne à Los Angeles notamment. Depuis que j'y habite, tout le monde a commencé à prendre peur parce que le fentanyl se cache dans les drogues. Il est mélangé à d'autres drogues. Et donc, il y a beaucoup d'overdoses de fentanyl. Par exemple, quand j'étais à USC, ils distribuaient des tests de fentanyl sur le campus pour dire testez votre drogue alors que c'est totalement illégal. C'est tellement dangereux le fentanyl, tu peux en mourir d'overdose très facilement. C'est donc comme ça qu'il a justifié l'augmentation des tarifs de douane de 25% sur tous les produits originaires du Canada. Ce décret devait à l'origine entrer en vigueur le 4 février 2025. La qualification d'état d'urgence pour cette situation a été vastement critiquée et il y a très peu de chances qu'un juge la valide s'il était amené à l'examiner. Le Canada a promis qu'ils allaient augmenter également leurs tarifs douaniers en sanction par rapport à l'augmentation des tarifs douaniers de Trump. C'est ce qu'on appelle des tarifs de rétorsion. C'est-à-dire que quand un pays augmente les tarifs douaniers avec nous, tiens, tu fais ça avec moi? Bah vas-y, moi aussi je vais augmenter mes tarifs douaniers avec toi et on va voir. Ce décret viole également l'accord dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, et son article 2 indique qu'aucune partie n'augmente un droit de douane existant, ni n'adopte un nouveau droit de douane à l'égard d'un produit originel. Le Canada a demandé à l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, d'analyser si ces changements de droit de douane étaient bien légaux, mais les conclusions de l'OMC pourraient prendre des mois, donc finalement, la meilleure chose à faire serait de négocier à l'amiable. Le Canada a investi 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité au niveau de la frontière. C'est pour essayer d'augmenter
augmenter la collaboration entre les États-Unis et le Canada pour qu'ils puissent régler les sujets que Donald Trump dénonce sans pour autant parvenir à une annexion, une déclaration de guerre, etc. Cette augmentation des droits de douane, elle a toujours pas été mise en place parce qu'elle a été suspendue, puis elle a été mise en place, puis immédiatement suspendue suite à des pressions extérieures. Alors d'abord, l'augmentation de ces droits de douane, ils ont fait chuter les marchés boursiers avec la pire performance enregistrée depuis 2 ans sur les marchés. Ensuite, le Canada, il a également riposté avec ses tarifs de rétorsion. Il y a de nombreux secteurs comme le secteur de l'agriculture ou de l'automobile qui ont exprimé de vives inquiétudes. Donc en fait, sous la pression des marchés financiers, des entreprises américaines, mais également des gouvernements canadiens et mexicains, Trump, il a suspendu les taxes et il a recommencé la négociation. En fait, je trouve que ça montre que les décisions impulsives de Trump, elles sont quand même limitées par certaines réalités économiques, diplomatiques, etc. Il peut pas toujours faire ce qu'il veut parce qu'en fait, les conséquences, elles peuvent rapidement le forcer à revoir ses décisions et à revoir sa stratégie. Donc c'est quand même un bon point. I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Donald Trump a également posté récemment sur son réseau social Truth une vidéo générée par une IA montrant un futur potentiel Gaza et on peut voir Elon Musk lancer des billets, Donald Trump danser avec des danseuses. À la fin, on voit même Donald Trump et Netanyahou torse nu en train de boire un verre et ces images ont d'ailleurs choqué le monde entier. Pour vous remettre dans le contexte, Trump il a récemment annoncé de transformer Gaza en une nouvelle Riviera par rapport à la French Riviera qui est la Côte d'Azur. Et pour faire ça, il a déclaré qu'il déplacerait tous les habitants de Gaza vers la Jordanie ou l'Égypte. Très rapide contexte historique. La Palestine, à l'origine, c'était un gros territoire qui incluait Israël, Gaza, la Cisjordanie. Après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU a voté pour le partage de la Palestine entre 2 États, l'État juif et l'État arabe. Un an après ce vote, en 1948, David Ben Gourion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. Suite à de nombreuses tensions pour la répartition des 2 États, l'Israël et la Palestine ont signé un accord d'Oslo dans les années 90 pour se fixer sur la répartition. Ils se sont arrangés pour dire que Gaza et la Cisjordanie seraient considérés comme une unité territoriale. C'est-à-dire que selon le traité initial, Gaza et la Cisjordanie devraient aujourd'hui appartenir à la Palestine. Mais il y a en fait aujourd'hui de nombreuses colonies israéliennes en Cisjordanie qui représentent une grande partie de la population cisjordanienne. Donc aujourd'hui, la Palestine s'est reconnue comme un territoire par certains pays mais pas par tous. Et depuis 2017, il y a une scission entre les différents territoires de la Palestine. La Cisjordanie, elle est administrée par l'autorité palestinienne. Gaza, il est contrôlé par le Hamas, qui est un mouvement islamiste palestinien. La bande de Gaza, c'est une bande de terre dans laquelle il y a 2,2 millions d'habitants. C'est là où Israël a déclaré la guerre il y a 1 an et demi maintenant. Alors déjà, pourquoi Trump y fait ça? Cet endroit-là, c'est un carrefour stratégique au Moyen-Orient qui est quand même hyper important. Ça permettrait d'avoir une grosse influence américaine au milieu de toute cette région. Il y a un lobbyisme très important pro-israélien aux États-Unis. C'est le pays où il y a le deuxième plus de juifs après Israël. Il y en a entre 6 et 7 millions. Mais il y a un dernier sujet, c'est aussi que Gaza, ils ont un sol avec énormément de gaz et Trump a annoncé qu'il était intéressé par ces gaz-là. Comme d'habitude, dès qu'il veut un territoire, c'est parce que soit c'est un endroit stratégique, soit c'est parce qu'il y a des trucs dans le sol. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a absolument pas le droit nationalement. Parce que vous allez me dire, mais qui a le pouvoir de déclarer la guerre au sein des États-Unis? Ce pouvoir de déclarer la guerre appartient au Congrès, encore une fois, et non pas au président. C'est donc le pouvoir législatif qui décide de déclarer la guerre. C'est l'article 1 de la Constitution, dans la section 8, clause 11, qui s'appelle War Powers Clause, avec mon magnifique accent. Et cet article-là de la Constitution, il dit que c'est le Congrès, et le Congrès seulement, qui peut déclarer la guerre. Donc Trump ne peut pas déclarer la guerre à Gaza, à la Palestine, il n'a pas le droit. Attention! Le président de la République, il reste le commandant en chef des armées américaines. Il peut donc diriger les opérations militaires une fois la guerre déclarée. Il peut initier des opérations militaires limitées sans déclaration formelle de guerre. C'est un petit peu tiré par les cheveux cette distinction. Il n'a également pas le droit internationalement. Alors pour que vous compreniez bien, il faut que je vous explique un petit peu mieux le droit international. Il y a la Cour internationale de justice, la CIJ, qui règle les problèmes entre les pays, et il y a la Cour pénale internationale, la CPI, qui juge les personnes. La CIJ, c'est le tribunal de l'ONU, donc elle a 193 États qui la reconnaissent, mais elle ne peut émettre que des avis consultatifs, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas forcer les pays à suivre ses avis. La CPI est beaucoup plus récente, elle a été créée en 2002 avec le statut de Rome, mais elle n'a que 123 pays qui la reconnaissent, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine ou Israël ne la reconnaissent pas. Un pays qui ne reconnaît pas la CPI, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à ses décisions. Et la CPI, elle juge les personnes lorsqu'elles ont commis des crimes très importants comme des crimes de guerre, des génocides ou des crimes contre l'humanité. Donc si Trump était amené à envahir Gaza et en prendre possession, le tribunal de l'ONU pourrait émettre un avis condamnant ce que feraient les États-Unis et la CPI de son côté pourrait émettre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Trump. L'énorme problème là-dedans, c'est que les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Donc même si la CPI émet
émet un mandat d'arrêt contre Trump, elle n'a aucun pouvoir de le faire appliquer. Mais en fait, je trouve que dans toute cette histoire, il y a quand même une question qui se pose. C'est quoi le vrai pouvoir du droit international? Parce qu'au final, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses. Il y a plein de gens qui violent des lois internationales, des traités, etc. Mais il y a rien qui se passe. Si demain, les États-Unis vont faire la guerre à Gaza, qu'est-ce que va faire la CPI concrètement? C'est quoi les conséquences de ce genre d'acte? Le problème, c'est qu'il y en a pas trop. Et c'est ça qui remet en question tout le droit international. C'est qu'en fait, le droit international, il repose sur une espèce de promesse, un espèce d'accord entre tout le monde de se dire, bon voilà, on essaye de pas violer ça, on essaie de respecter ça. Mais il y a aucune instance au-dessus qui a la souveraineté en fait sur les États. Donc il y a aucune instance qui pourra dire non, les États-Unis, je vous mets en prison, c'est pas possible. Il peut y avoir par exemple des sanctions économiques, mais en fait, les États ils peuvent très facilement contourner ces sanctions économiques en fonction de leur influence. Les États-Unis, ils sont influents dans le monde entier. Si demain ils prennent une décision, ça va avoir un impact dans le monde entier. La crise financière de 2008, c'est à cause d'un crash boursier américain qui a eu un impact après sur le monde entier. Ils ont tellement d'influence en fait que c'est très compliqué de leur mettre des sanctions et de les freiner. Parce que finalement, on est tous dépendants des États-Unis et c'est ça qui est un petit peu flippant, je trouve. Il y a également plein de pays qui n'ont pas adhéré à la CPI et ça aussi, ça remet également en question sa légitimité, sa puissance, sa force. Elle a plus un rôle symbolique et dissuasif qu'un véritable rôle punitif. Et au final, tout ce que je vous dis dès le début, c'est interdit de déclarer la guerre, c'est interdit d'annexer un territoire, etc. Mais finalement, demain, si les États-Unis ils veulent le faire, bah ils pourront, même s'il y aura voilà des conséquences, il y a des pays qui vont après refuser de faire des accords avec eux, etc. Mais finalement, ils pourront. Je dirais que la force la plus importante, c'est l'influence. On se rend compte qu'on a tous un petit peu peur des États-Unis et qu'on n'ose pas trop se les mettre à dos. Pour Gaza, on ne sait pas ce qui va se passer. On parle quand même de millions de vies qui sont en jeu. Je trouve que c'est très préoccupant que Trump parle de cette région de la sorte après tout ce qu'elle vient de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce bleu. Je vais continuer à décrypter l'actualité. Si vous avez des sujets qui vous intéressent ou vous posez des questions par rapport à la loi, par rapport aux différentes possibilités, n'hésitez pas à les mettre en barre de commentaires. Bisous!